Bienvenue au Régional de TVR9. Cette semaine, à l'émission, Laurence Cadotte, chargée de projet chez Nature Action Québec. Daniel Picard, maire de Belleuil. Kim Méthode, mairesse de Saint-Basile-le-Grand. Dr Jacques Ramsey, secrétaire parlementaire à la sécurité publique. Finalement, reportage au lancement du projet vitrine de la coopérative d'aide à domicile Aide à tout. Le Régional de TVR9, ça commence maintenant. Voici votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. L'Union des producteurs agricoles et la Commission des normes de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail soulignent la semaine de la santé et de la sécurité en agriculture qui se tient du 15 au 21 mars. L'édition 2026 met l'accent sur la prévention des risques psychosociaux comme le harcèlement, la violence ou les événements traumatiques pouvant affecter les travailleurs agricoles. Les organisations rappellent que la prévention est une responsabilité partagée entre les employeurs et travailleurs afin de maintenir des milieux de travail sécuritaires. 2 webinaires sont offerts le 17 et le 20 mars pour mieux outiller les producteurs et les employés du secteur agricole. Tous les détails sur le site web de l'UPA. La MRC de la Vallée du Richelieu lance ses stratégies jeunesse pour mieux comprendre la réalité des citoyens âgés de 12 à 25 ans. Un sondage en ligne est ouvert dès maintenant pour recueillir leurs idées et leurs aspirations afin d'orienter les futures actions concrètes sur le territoire. La démarche mènera éventuellement à la création d'un budget participatif pour soutenir des projets imaginés et réalisés par les jeunes eux-mêmes. Les personnes concernées ont jusqu'au 30 avril prochain pour s'exprimer et contribuer à définir les priorités de la région sur le site mrcvr.ca. La Ville de Saint-Basile-le-Grand sollicite l'avis des résidents de 12 rues ciblées concernant le projet pilote « Dans ma rue, on joue ». Le programme qui permet le jeu libre sur la chaussée avec une vitesse réduite à 25 km/h arrive à l'heure du bilan après 2 ans d'expérimentation. La municipalité souhaite recueillir l'opinion des adultes, mais aussi celle des enfants de moins de 17 ans grâce à une section du sondage qui leur est spécialement dédiée. Pour participer, les citoyens concernés doivent se connecter à leur espace membre sur le site de la Ville d'ici le lundi 6 avril prochain. Les commentaires recueillis permettront de décider si le programme sera officiellement reconduit. La Ville de Belleuil lance une vaste démarche de participation citoyenne afin de redessiner son plan et sa réglementation d'urbanisme pour les prochaines années. Le maire Daniel Picard invite la population à partager sa vision du territoire pour influencer l'aménagement des quartiers, des espaces verts et des zones commerciales. Une première soirée d'ateliers participatifs se tiendra le jeudi 26 mars au Centre des loisirs pour discuter de mobilité, de logement et de sécurité piétonnière. Les citoyens intéressés doivent s'inscrire avant le 23 mars, alors qu'une consultation en ligne sera également ouverte dès le lendemain de l'événement. Les commerçants et les organismes locaux pourront aussi participer à une consultation spécifiquement dédiée à leurs enjeux dans la matinée du 1er avril 2026. Toujours du côté de Belleuil, la Ville renouvelle son partenariat avec l'application Partage Club pour une 3e année consécutive afin de promouvoir l'économie collaborative. La plateforme encourage les citoyens à privilégier l'emprunt d'objets entre voisins, comme des outils ou des équipements de plein air, plutôt que l'achat d'équipements neufs. Le bilan de la dernière année est réussi avec près de 240 partages réalisés sur le territoire, permettant aux résidents d'épargner globalement une somme estimée à 23 000 $. Pour soutenir cet élan, la municipalité offre dès maintenant 375 licences gratuites pour permettre aux nouveaux utilisateurs de découvrir la plateforme sans frais. Afin de rassurer les prêteurs, un programme de responsabilité est maintenu, offrant un dédommagement allant jusqu'à 300 $ en cas de pépin avec un objet prêté. Finalement, Belleuil franchit une nouvelle étape pour la construction de son futur complexe sportif, un projet maintenant estimé à 60 millions de $. Le conseil municipal a officiellement déposé une demande de subvention au gouvernement du Québec qui pourrait couvrir le tiers de la facture, soit 20 millions de $.
Le maire Daniel Picard confirme que les négociations progressent bien avec le Centre de services scolaires pour un échange de terrain à proximité de l'école Polybelle. La Ville explore également de futurs partenariats avec les municipalités voisines, ainsi que des investissements privés pour boucler le montage financier. Si les démarches se poursuivent comme prévu, la première pelletée de terre est attendue entre 2028 et 2029. La Ville de Mont-Saint-Hilaire modifie en profondeur ses règles de stationnement afin de favoriser une densification plus verte et de lutter contre les îlots de chaleur. Le nouveau règlement abaisse notamment le nombre minimal de cases exigées pour les futurs multilogements, passant de 1,5 à seulement une case par habitation. Le maire Marc-André Guertin explique que cette mesure vise à adapter l'offre aux besoins réels et à optimiser les coûts de construction tout en libérant de l'espace pour la verdure. La Ville impose également des mesures contre la pollution lumineuse et l'obligation d'installer des infrastructures électriques prêtes à recevoir des bornes de recharge pour véhicules électriques. Le gala Impact Fight Night 5 a fait vibrer une salle comble à Belleuil le 28 février dernier lors d'une soirée entièrement dédiée à la boxe amateur. 5 combattants de l'Académie Impact ont monté sur le ring. Le prix du meilleur combat de la soirée a été décerné à Tyler Tavares Couteau, qui a remporté une victoire par décision après un duel revanche très attendu. Les organisateurs Eric Gregg et Bob Landry se réjouissent de la qualité technique du gala, mais lancent un appel pour une plus grande mobilisation des citoyens pour les prochaines éditions. Le rendez-vous est déjà pris pour le prochain événement qui proposera une formule hybride combinant la boxe et le kickboxing. Voilà, c'était vos actualités de la semaine dans la vallée du Richelieu. Laurence Cadotte est chargée de projet chez Nature Action Québec. Bonjour, Madame Cadotte. Bonjour. On est à l'extérieur aujourd'hui, mais il faut déjà penser, lorsque la neige va être fondue, il va falloir penser à quelle plante on veut avoir sur son terrain. Vous êtes porte-parole du défi Pissenlit. En quoi c'est important de laisser plus de végétation sur notre terrain? En fait, de façon générale, d'avoir plus de végétation sur notre terrain, ça va permettre de favoriser la biodiversité. Dans cette biodiversité-là, il y a une panoplie de pollinisateurs qui sont responsables de plus de 35 de la production alimentaire mondiale, donc qui vont décider une grande partie de ce qu'il y a dans notre assiette. C'est pas la première année où on fait ce défi-là. L'année dernière, combien de villes dans la vallée du Richelieu avaient participé? L'année dernière, on avait eu une centaine de villes et MRC participantes. Cette année, notre objectif, c'est de doubler le nombre de villes et MRC participantes et organisations pour atteindre un 200 environ. C'est un objectif assez ambitieux. J'espère que vous allez réussir à faire ça. Parlez-moi des abeilles. Pour monsieur, madame, tout le monde, une abeille, c'est l'abeille qui va faire le miel. Les abeilles qui viennent dans notre cour, est-ce que c'est la même sorte ou c'est des sortes différentes? Donc, au Québec, on a plus de 300 espèces d'abeilles. La majorité des espèces d'abeilles ne ressemblent pas à l'abeille à miel qu'on est habitué de voir. Elles vont même parfois ressembler plus à des mouches, mais ce sont des pollinisateurs qui sont tout aussi importants que les abeilles à miel qu'on est habitué de voir. Elles ont simplement un aspect différent. C'est quoi la pollinisation? Donc, la pollinisation, c'est l'action du pollinisateur. Donc, soit un insecte, un oiseau, par exemple, ou ça peut même être le vent qui va transporter le grain de pollen de la fleur à une autre fleur. Puis de cette façon-là, on va obtenir les fruits. C'est intéressant parce que, on se pose la question justement de l'impact concret parce que, on aime ça avoir une pelouse qui est comme parfaite, qu'il n'y a rien là-dedans. Mais là, vous essayez de casser un peu le modèle, dans le fond, trouver la beauté dans la diversité. Là. Comment ça peut être beau, là, une belle cour bien aménagée avec plein de sortes de végétation? Ça peut être magnifique, en fait, quand on accueille la diversité chez soi. On peut favoriser des espèces qui sont indigènes. Ça veut dire des espèces qu'on va trouver naturellement dans les milieux naturels au Québec. Donc, on peut favoriser les violettes, les pissenlits, les marguerites, l'asclépiade. Donc, on peut avoir un parterre fleuri qui est absolument splendide, puis qui va inviter les oiseaux, les insectes, puis les autres petits êtres de la faune aussi. Vous laissez place à la vie, hein? On ne veut pas que ça soit juste une monoculture. Mais c'est ça exactement. La nature, c'est nous. On en fait partie. Donc, je pense que c'est important que nos communautés l'intègrent. Nature Action Québec peut donner de l'aide aux municipalités à partager cette information-là. De quelle façon vous êtes capable de donner des trousses aux municipalités pour pouvoir partager l'information? Oui, donc on invite les villes, municipalités, MRC, organisations à s'inscrire au défi
Pissenlit sur le site du défipissenlit.ca. Sur le site web, elles vont trouver une trousse de communication dont elles vont pouvoir se servir pour leurs citoyens. Puis, elles peuvent aussi acheter des petites affichettes qu'ils peuvent distribuer à leurs citoyens pour marquer leur participation au défi. Est-ce qu'il y a un juste milieu à avoir, par exemple, sur sa cour? Est-ce qu'on veut laisser vraiment beaucoup de zones non coupées ou il faut que ça soit segmenté en proportion? C'est propre à chaque personne. Ça dépend de l'utilisation qu'on fait de son terrain. Ça dépend de l'aspect visuel qu'on aime avoir. Le plus de diversité, le mieux. On peut même avoir une friche si on le souhaite, faire des sentiers à travers notre friche. Ça dépend de ce qu'on souhaite avoir. Il y a moyen d'avoir du fun puis en plus de participer à la biodiversité. Donc, allez voir le site défi-pissenlit.ca. Si vous travaillez dans une ville, demandez si on participe. On essaye d'atteindre 200 municipalités cette année. Madame Cadotte, merci beaucoup d'avoir fait ça avec nous. Je rappelle, vous êtes chargée de projet chez Nature Action Québec. Oui, merci. Avec plaisir. Je suis présentement à l'hôtel de ville de Belleuil pour aller rencontrer notre nouveau maire, M. Picard. Bonjour, M. Picard. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Merci. Oui. Donc là, vous avez dépassé les 100 jours à la mairie. Vous avez été élu le 2 novembre dernier. Comment ça se passe? Bien, je vous dirais que ça va relativement bien. C'est sûr, lorsque on vient d'être élu, on doit s'approprier des dossiers qui nous étaient parfois inconnus. On avait des grandes lignes, mais on avait besoin de connaître des dossiers plus en détail. C'est une nouvelle personne avec qui on doit travailler, donc on doit apprendre à les connaître, on doit apprendre à s'adapter à eux. Puis, est-ce que le mandat était ce que vous vous attendiez lors de la période électorale? Bien, écoutez, le mandat... Ben oui, en quelque part, dans un sens, on savait un petit peu quels étaient les enjeux, quels étaient les défis qui étaient présents, parce qu'on avait fait beaucoup de porte-à-porte. Donc, on avait énormément tenu compte de la préoccupation de la population, des différents citoyens et citoyennes. Donc, c'était pas en soi une surprise. Il n'y a pas eu de surprise quand on est arrivé, ni au niveau budgétaire, ni au niveau des grands enjeux. Tout était relativement connu. OK. Puis, maintenant que vous êtes rendu bien à l'aise avec le rôle de maire, qu'est-ce que vous aimez le plus de votre de jour en jour dans ce rôle-là? Bien, écoutez, moi, je suis une personne qui est issue à la base des ressources humaines. Donc, pour moi, le contact humain est fondamental. Donc, de rencontrer des citoyens, de comprendre leurs préoccupations, de tenter de les aider, de tenter de mettre les choses en action. D'un point de vue plus citoyen direct, mais il y a aussi d'énormes projets actuellement à la Ville qui sont très challengeants pour l'avenir de la Ville. Alors ça, évidemment, ça me stimule beaucoup. Là. Oui. Bien là, vous avez ouvert la porte. Il y a des projets qui sont très challengeants. Comme quoi, présentement? Bien, évidemment, si on les prend, ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre d'importance, mais évidemment, tout le développement du Nouveau Belleuil, tout ce qui a trait à donner une vie à un quartier qui est encore en développement. Pour l'instant, ce n'est qu'un grand champ. Alors, on doit faire en sorte de penser, de donner une image, une vision à ce secteur-là. Alors, c'est très stimulant. Et à cet effet-là, bien, on va aller en consultation d'ailleurs citoyenne prochainement pour aller chercher le input des gens. Nous, en termes de partis politiques, et personnellement, évidemment, on croit beaucoup à l'intelligence collective. On croit beaucoup à la participation citoyenne, à l'input que la population peut nous apporter pour éviter de faire des erreurs, puis de les consulter en amont le plus possible à partir de là. Alors ça, évidemment, c'est très stimulant. Évidemment, il y a l'autre projet aussi qui avait déjà été enclenché dans le mandat précédent, mais qui date de tellement d'années et que la population attend, c'est un nouvel aréna. Absolument. Alors, ce projet-là est très important, je pense, pour le développement de la communauté. Alors, ça aussi, c'est un projet qui est à la fois très challengeant. On a aussi une église qui est pour l'instant relativement abandonnée par le clergé, pour laquelle la population nous a signifié de façon sans équivoque qu'ils souhaitaient la sauver. Alors, on travaille actuellement sur un projet pour la sauvegarde de cette église-là pour en faire un bâtiment communautaire qui pourrait avoir différents usages éventuellement. Et là encore,
lorsqu'on va arriver à la partie de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme usage, bien évidemment, on va faire encore appel à la population. Et dernièrement, évidemment, nous avons tenu une consultation par sondage au niveau de la piscine en eau vive, qui malheureusement avait soulevé beaucoup de controverses. Effectivement, de controverses. Et les résultats laissent encore présager une controverse parce que les résultats sont plus ou moins... C'est très mitigé, c'est encore pratiquement du 50-50. Par contre, on se rend compte que lorsqu'on regarde plus en détail l'ensemble des résultats, même ceux qui n'étaient pas spécifiquement en faveur de la piscine ont apporté des suggestions que si la piscine devait rester, il y aurait des sources potentielles de succès. Alors, on a entrepris de faire un projet pour faire en sorte que ce nouveau projet-là pourrait répondre à des besoins plus importants que 50 de la population. Alors, d'ici si peu, on va créer un autre comité citoyen pour venir nous aider à créer ce nouveau parc urbain-là flottant. Si je me rappelle bien des chiffres, je pense que le sondage était à peu près de 51 à 49 %. Effectivement. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux 49 % qui sont, je dirais, contre la piscine en eau vive, qui sont un peu contre ce projet-là? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour qu'ils embarquent quand même dans la locomotive? Bien, en fait, sur les gens qui se sont exprimés en défaveur du projet, j'aime mieux l'appeler de même que dire contre. Oui. Il y avait des gens qui souhaitaient que l'espace urbain de villégiature soit plus important. Alors, c'est ce qu'on prévoit faire dans le prochain projet. Alors, ça devrait répondre en partie à leurs besoins. Il y avait tous ceux qui étaient mécontents parce qu'il y avait eu des quais qui avaient été enlevés, donc tous ceux qui venaient en bateau dans le Vieux-Belleuil se trouvaient défavorisés, puis ça défavorisait les commerces. Alors ça aussi, ça va faire partie parce qu'on prévoit un projet en 3 zones. Alors ça devrait répondre, évidemment. Et pour ceux qui ne voyaient que l'investissement monétaire, puis qui voyaient ça comme étant une problématique en soi, bien, c'est difficile d'un point de vue du conseil d'avoir cette même vision-là des choses, parce que si on appliquerait seulement de faire des investissements où la majeure partie des citoyens y gagneraient quelque chose, on ferait très peu d'investissements parce qu'on a des gens avec des besoins très variés en termes de loisirs ou d'activités. Et il y a peu de loisirs ou d'infrastructures qui permettent d'avoir une majorité importante à travers un même loisir. Donc, il faut qu'on soit capable d'offrir une diversité et d'offrir en quelque part aussi des choses différentes, nouvelles. Puis, moi, je crois personnellement que le Vieux-Belleuil, tout en ayant la sauvegarde de l'Église, puis en créant une espèce de parc urbain, va permettre une revitalisation du Vieux-Belleuil, permettre aux commerçants de peut-être avoir une vie économiquement de plus agréable, puis de redonner de la vie. On a beaucoup de gens, lorsqu'on a fait la campagne électorale, qui nous disaient autrefois, Belleuil, il y avait des activités dans le Vieux-Belleuil, etc. Maintenant, le Vieux-Belleuil, il est considéré comme relativement mort. Alors, on pense que ça va au-delà de dire qu'on a mis de l'argent dans un bassin en eau vive. C'est plutôt de l'argent qui va aller pour revitaliser un secteur qui est cher à beaucoup de monde, qui est le Vieux-Belleuil. Lors de votre campagne électorale, vous avez beaucoup mis de l'avant le fait que vous ne vouliez pas être le maire nécessairement juste d'un parti, mais aussi de tous les citoyens. Pensez-vous que de sonder justement les Belleuillois et les Belleuilloises, c'est une manière de les intégrer dans ce processus-là, de prendre des décisions? Bien, oui, parce que en fait, si vous me permettez, ça commence même avec une approche différente au niveau du conseil. Absolument. Bien qu'on soit majoritaire, pour moi, la part des 2 conseillers qui ne font pas partie de notre parti est tout aussi importante que les conseillers qui font partie de notre parti, parce que les faits restent qu'il y a quand même un petit peu plus que 4000 personnes qui ont voté pour l'autre parti. Donc, c'est 4000 personnes qui ont besoin aussi d'être entendues. Certains vont se faire entendre par l'entremise des personnes qui représentent l'autre parti politique. Certaines vont s'adresser à nous par l'entremise de possibilités de nous rencontrer sur une base individuelle. Et évidemment, toute activité, sondage, consultation, rencontre qu'on fait avec la population permet aux gens de s'exprimer
Clairement. Alors, pour moi, la personne, lorsque quelqu'un s'adresse à moi et fait des recommandations, je ne cherche pas à savoir est-ce que c'était quelqu'un qui avait voté pour Belleuil-Saint-Loup ou pour Rosé-Belleuil. C'est un citoyen qui mérite d'être entendu et toute opinion est bonne à entendre. Absolument. Puis là, le Conseil a récemment dévoilé le budget de 2026 qui est près de 60 millions. Vous avez parlé des choses qui s'en viennent un petit peu pour Belleuil, mais pour un citoyen qui se demande encore, mais où va mon argent? Est-ce que ça va être dans la bonification de services? Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont être priorisés? Qu'est-ce que vous aimeriez me dire? En fait, une des activités qu'on fait actuellement depuis le moment où on est entré en poste, et on a encore fait des activités la semaine dernière avec les directeurs et tous les élus, c'est de travailler sur le plan stratégique. Le plan stratégique, c'est fondamental. Ça nous permet de dresser des orientations stratégiques sur du moyen et long terme. Ça nous permet aussi de déterminer des axes d'intervention, comment on va pouvoir intervenir et éventuellement de faire la liste des différents projets qui pourraient contribuer à l'amélioration de différents services auprès de la ville. Et à ce moment-là, cette priorisation-là va pouvoir faire le lien aussi avec le budget, à savoir qu'est-ce que ça coûte, où est-ce qu'on est prêt à mettre de l'argent. Et à cet égard-là, la population va être consultée. La population va devoir nous orienter sur à quoi ils tiennent vraiment comme projet. Donc, ce qui est quelque chose qui est un peu nouveau, c'est une forme de participation au processus budgétaire qu'on va mettre de l'avant, auquel la population pourra nous donner des in, comme en bon français, pour nous orienter sur à quoi ils tiennent peut-être plus ou moins. Puis évidemment, à partir de cette information-là, le conseil municipal devra prendre action. On est conscient qu'on ne pourra pas faire le bonheur de tout le monde, puis qu'il y a des actions qui doivent être prises qui sont des obligations à la fois légales ou le fait que des installations soient en grande visitude, donc pourraient tomber en péril. Donc il y a des actions. Mais tout ça, on tente de l'expliquer. Et on veut aussi, pour le prochain budget, être capable d'expliquer à la population sur la base d'un compte de taxes quelle est la partie qui va aux différents services qui est offert à la population. Et je m'attends à ce que ce constat-là puisse permettre à la population de réaliser une chose importante, c'est que pour les taxes payées, il y a beaucoup de services que la Ville offre. C'est une belle façon non seulement de les informer, mais aussi de faire en sorte que Belleuil ressemble à ses citoyens. Oui? Effectivement, parce que c'était un peu notre créneau auquel on voulait travailler tous ensemble, et tous ensemble pour une ville qui nous ressemble. Alors déjà, même avant l'élection, le tous ensemble était fondamental pour nous, qui faisait abstraction du fait qu'il y ait des gens qui aient voté pour nous ou contre nous. Puis en finissant, M. Picard, pensez-vous que 2026, c'est un renouveau pour Belleuil? Je pense que ça va être un peu à la population de porter un jugement s'ils considèrent que c'est un renouveau ou pas. Moi, j'ose croire que ça va être un mode de gestion qu'on emmène différent, qui va être bénéfique pour les citoyens, qui va être bénéfique pour la démocratie. On espère fortement que les citoyens vont le recevoir de la même façon, puis qu'ils vont s'exprimer, puis qu'ils vont venir partager avec nous leur vision des choses. On peut créer toutes sortes d'activités pour susciter leur opinion, mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, on ne peut quand même pas aller les chercher chez eux à l'intérieur de leur maison. Alors, s'il y a une partie de ça qui va dépendre de jusqu'où les citoyens sont prêts à contribuer au développement de la ville. Donc, après 100 jours, ce que vous aimeriez dire aux citoyens, c'est justement impliquez-vous, venez nous parler. Est-ce que c'est ça votre message que vous aimeriez dire? Essentiellement, oui, parce que si les citoyens désirent avoir une ville qui leur ressemble, auquel leur identité prend place dans la ville, bien nous, on doit le savoir, on doit l'entendre. Puis, j'invite fortement les gens à le faire par les moyens, je dirais, plus usuels. Malheureusement, encore, il y a beaucoup de citoyens qui utilisent les spots de Belleuil et ces choses-là, auxquelles, malheureusement, le langage est souvent peut-être pas approprié ou c'est pas nécessairement positif pour une démocratie. Alors, on invite les gens à faire part de leurs commentaires de façon respectueuse et de nous expliquer pourquoi ils tiennent à ça, pourquoi c'est important pour eux. Alors, c'est plus facile pour nous d'en comprendre les enjeux et d'essayer de réaliser ces projets-là. Bien, merci beaucoup, M. Picard. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci. Puis, on va se rencontrer très bientôt pour voir la suite des choses avec vous. Merci. À bientôt. À bientôt.
À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. Madame Kim Méthode est mairesse de Saint-Basile-le-Grand. On la rejoint avec nous en studio. Bonjour, Madame Méthode. Bonjour. Vous êtes rendue à vos premiers 100 jours de mandat. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Très bien. Ça a été très mouvementé comme début de 100 jours, étant donné que notre directrice générale nous a fait l'annonce qu'elle devait quitter. On a dû recruter rapidement une autre personne. On avait comme projet aussi, comme conseil, de se faire une feuille de route. Étant donné qu'on est une équipe d'indépendants, c'était important qu'on trouve ensemble une façon de fonctionner qui mettrait les objectifs sur la table de ce qu'on veut atteindre dans les 4 prochaines années. On a travaillé sur une feuille de route. On a avancé plusieurs choses. Moi, j'ai commencé une tournée des organismes communautaires aussi pour rencontrer les gens sur le terrain à Saint-Basile-le-Grand puis dans la région, dans la vallée. Donc, ça a été très occupé, mais ça va super bien. J'aime ça questionner les nouveaux politiciens lorsqu'ils entrent en fonction. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ces premiers 100 jours-là? Puis qu'est-ce qui vous a fait le plus vibrer, là? Le plus difficile, ça a été la conjugaison travail-famille, je pense, parce que j'avais encore mon ancien emploi. J'avais mon nouveau poste de mairesse et j'avais toutes les obligations qui entouraient le poste de mairesse quand on rentre en poste. Donc, jour, soir, fin de semaine, nuit. C'était très occupé. Mais donc, la conjugation a été très difficile au début, mais je vous dirais que, bon, j'ai des bons appuis. Les Hells Angels aussi? Les Hells Angels, ça a été complexe, c'est vrai. Pour rappeler l'histoire... J'ai été élue le 2 novembre et le 4 novembre, j'ai été en Alberta pour le travail et à 5 heures du matin, je reçois un appel de Radio-Canada qui me dit « On aimerait avoir vos impressions sur la nouvelle stèle des Hells Angels au cimetière de Saint-Basile. » La chose, c'est que moi, je ne savais pas qu'elle existait, cette stèle-là. Donc, heureusement que je n'ai pas pris l'appel. Je l'ai su à travers le message vocal, mais oui, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça va pas être 4 ans Je comprends. de mauvaises surprises comme ça. C'est surprenant. C'est une nouvelle qui a frappé l'imaginaire des Québécois. Exact. J'imagine que vous étiez en demande à ce moment-là. Exactement, mais finalement, bien, ça relevait absolument pas de la ville, là. Ça relevait simplement de la paroisse, mais... Ça surprend au 2e jour d'un mandat. Ça vous remet directement dans le bain. Ah oui, vraiment. On va rentrer dans ce que vous prévoyez faire avec la municipalité. On commence avec la refonte du règlement d'urbanisme. Pourquoi c'est important de modifier ces règlements-là? Notre règlement date de plus d'une dizaine d'années. C'est important de revoir un peu notre cadre urbanistique à une certaine fréquence pour voir est-ce qu'on est toujours à jour avec ce qui se fait? Est-ce qu'il y aurait lieu de mettre au goût du jour certains règlements? Puis est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut autoriser pour amener de la flexibilité sur le territoire? Exemple, des logements accessoires en arrière-cour. OK. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de demandes pour, mais Ça, on verrait à pour l'autoriser. les gens qui ne connaissent pas ça, on permet de construire un bâtiment sur son terrain où il y a déjà un bâtiment. Exact. Ça serait détaché. Ça serait un logement, pour exemple, recevoir une personne de sa famille qui viendrait habiter ou pour pour louer. Il faut voir dans quel contexte on autorise ça, mais en ce moment, on autorise des logements à même la maison, un deuxième logement à même la maison. Généralement, c'est pour recevoir un membre de la famille.
mais là, ça serait détaché. Pour les gens qui ont des suffisamment grands terrains, c'est quelque chose qu'on nous demande, même aussi pour, tu sais, l'accès à la propriété n'est pas facile en ce moment. Fait que pour les gens qui ont des grands terrains puis qui ont des enfants qui ont de la difficulté à se trouver des logements, bien, de bâtir quelque chose sur le terrain existant, ça devient intéressant. Il y a aussi des grilles de zonage, Oui. changer un peu l'invocation. En quoi ça peut aider la population? La grille de zonage, on va le revoir un peu partout dans la ville, mais c'est surtout de voir, par exemple, dans les secteurs clés près de la gare, dans le cœur villageois, comment est-ce qu'on peut trouver des façons d'augmenter la densité pour que nos commerçants vivent bien, qu'on puisse tranquillement, pas vite, là, naturellement, avoir un peu plus de citoyens dans le cœur du village pour venir alimenter un cœur du village qui soit sain, qui soit vivant, puis où les commerçants peuvent bien vivre. Là, vous arrivez, vous avez votre mandat devant vous. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est une planification stratégique. Donc, ça, c'est la vision qu'on veut avoir. Pourquoi ce serait important pour vous de la faire? Puis comment rendre ça concret, tu sais, avec des objectifs que les gens peuvent comprendre? Oui, bien, en fait, on en a une qui se termine en 2027, puis on veut dès maintenant commencer la planification, la prochaine planification. Puis on veut la rendre plus mesurable. Celle qu'on avait était relativement, était haut niveau, je dirais. Difficile à suivre d'un point de vue mesurable. Là, on veut vraiment créer une planification stratégique qui découle en projets précis qui vont pouvoir être suivis, mesurés dans le temps. Par nos différentes équipes. Ça va aider tout le monde à être plus efficace dans sa gestion de projet. Puis, bien, nous, ça va nous permettre de mesurer le niveau de réussite là, qu'on a eu par rapport à nos différents projets. Ça va permettre de structurer puis de communiquer à la population aussi c'est quoi nos priorités. Par exemple, au niveau de l'environnement, avoir un plan climat. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça a comme avantage? Pourquoi on le fait? Puis combien de temps ça prend pour l'atteindre? Avoir une politique de l'arbre, protéger nos milieux humides. C'est des exemples. Parce que ce qui est facile, c'est d'avoir des idées puis de venir les mettre dans un document. Mais là, comme vous dites, quand on se met des barèmes puis des résultats à avoir, là, ça devient surtout plus facile à suivre, là, comme vous l'avez dit, dans le temps. Pour terminer, au niveau financier, qu'est-ce que vous voulez? Ça va être quoi vos priorités là, pour le futur? C'est sûr qu'on veut mettre en place une politique de gestion de la dette et une politique de gestion des surplus pour bien encadrer là, notre gestion budgétaire. Mais on veut aussi mieux planifier le développement parce que le nerf de la guerre pour les villes, c'est le développement résidentiel. Donc, on veut aussi venir encadrer un peu mieux le développement. Saint-Basile recommence. Ça fait une dizaine d'années que la ville ne grossit pas ou très peu. On recommence à se développer, mais il faut encadrer ce développement-là. Il ne faut pas être en réaction, il faut être proactif par rapport à ça. Puis bien planifier ce qui s'en vient. Donc, ça va faire partie un peu des éléments là, qu'on va faire dans les Qu'est-ce qui prochaines fait années. que la ville attire plus de gens désormais? Bien, la ville a toujours attiré des gens, mais elle n'a pas plus de maisons. Il n'y a pas plus de logements qui se bâtissent. On est à peu près à 17 300 et des poussières depuis une dizaine d'années. Il n'y avait pas de nouveaux logements qui se bâtissaient. Là, il y a un intérêt. Là, après la COVID, il y a eu un moment où tout était très cher à construire. Ça avait comme bloqué. Là, franchement, on voit des projets qui commencent à voir le jour. On a le Millénia, notamment, là, qui, à terme, va amener plus de 800 portes à Saint-Basile. Puis il y a d'autres projets. Tu sais, ça en prend juste un des fois pour que d'autres voient l'intérêt puis viennent s'installer. Puis on n'est pas très loin de Montréal. Je pense que l'accessibilité au logement est de plus en plus difficile dans la Rive-Sud, là. Donc, on est encore à la limite de ce qui est accessible à Saint-Basile. Près de Montréal, mais aussi près de la nature, notamment la Exactement. rivière Richelieu. Exactement. Vous avez un parc, le parc Prudent-Robert, que vous allez construire cet été. En fait, le parc Prudent-Robert existe actuellement, mais il n'est pas aussi fonctionnel qu'on le souhaiterait. On a donné accès à des embarcations l'été dernier pour permettre aux gens d'accéder au Richelieu, des kayaks, des planches à pagaie. On va en avoir plus à offrir cet été, mais c'est important de réaménager ce parc-là pour le rendre plus accessible, plus sécuritaire, d'avoir vraiment un accès au Richelieu qui soit à la hauteur de nos attentes, à la hauteur des attentes des citoyens, qui soit intéressant. Donc, on refait ça cet été. Ça va être un beau projet. On invite les gens aussi. Je crois qu'il va y avoir des embarcations aussi disponibles. Exactement. Gratuitement pour les Grands Basilois, ils peuvent aller se procurer une embarcation pour aller sur le Richelieu. OK, Méthode, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la mairesse de Saint-Basile-le-Grand. Revenez nous voir plus tard si vous avez d'autres nouvelles idées qu'on pourra discuter ensemble. Merci. Nous accueillons Dr Ramsey, qui se trouve être un peu le porte-parole d'un programme fédéral quand même très intéressant. Dr Ramsey, expliquez-nous quel est ce programme.
Alors, les propriétaires d'armes à feu savent qu'en 2020, puis par la suite, plus récemment, après l'attentat de Porte-à-Pic, un certain nombre d'armes à feu ont été désignées comme armes à feu non souhaitables dans nos communautés. Alors, ça représente environ 2500 modèles d'armes à feu et ces armes-là, donc, ont été bannies. Elles ne peuvent plus être utilisées depuis 2020 et dans certains cas depuis 2020. Alors, ce que le programme vient faire aujourd'hui, c'est offrir une compensation à ces propriétaires-là qui ont acheté ces armes-là de bonne foi alors qu'elles étaient légales. Et on pense que c'est opportun donc de leur dire, non, ben, on ne va pas seulement vous retirer votre arme à feu, mais on va vous compenser, une compensation qui a été établie avec le Canadian Sporting Arms and Ammunition Association, donc une compensation qui est peut-être pas entière, mais qui est certainement juste et équitable. Alors, c'est cette partie-là du programme qu'on vient réaliser après, mettons, disons, presque 6 ans que les armes sont interdites, ne peuvent plus être utilisées. Donc, le programme, les gens l'appellent communément le programme de rachat d'armes à feu du gouvernement fédéral, mais son nom exact est tout à fait différent. Ben, en fait, le nom est très long, là, mais ce qu'il faut, c'est pas le programme de rachat d'armes à feu, c'est un programme de rachat d'armes d'assaut. Alors, des armes dites tactiques, des armes dites militaires qui, malheureusement, entre de mauvaises mains, ont pu être impliqués, ont souvent été impliqués dans des tueries de masse. Alors, le gouvernement est très conscient que la plupart, la grande majorité, 99% des propriétaires de ces armes à feu-là sont des citoyens qui respectent les lois, des citoyens qui ne feront pas un usage néfaste de leur arme à feu. Ça, on le sait très bien. Et certaines personnes ont l'impression que c'est eux que l'on cible à tort. Or, je veux dire, il n'y a rien de plus faux que ça. Le gouvernement canadien est engagé dans des efforts contre la violence et le crime sous toutes ses formes. Et donc, le programme de rachat d'armes à feu, ce n'est qu'une petite partie de ce que l'on fait. On lutte contre le crime organisé, contre les organisations transnationales, contre le trafic de drogue illicite, l'importation illégale d'armes au pays, contre la criminalité des gangs des rues, la traite humaine, l'extorsion, la violence conjugale. Dans tous ces cas-là, très rarement, les armes d'assaut vont être impliquées. Ceci dit, il arrive à l'occasion, rarement, mais malheureusement, avec une intensité et des dégâts considérables qu'il y ait des tueries de masse. Ce sont des éléments, et à nouveau, je dis extrêmement rares, mais lorsqu'ils se produisent, ils laissent des séquelles, des cicatrices dans les familles, chez les victimes, dans les familles, dans les communautés, dans la société et même dans le pays entier. On l'a vu là, récemment à Tumbler Ridge. On le voit avec Polytechnique. Ça fait 35 ans que c'est arrivé. On en parle encore. J'étais, moi, coroner lors de la tuerie du collège Dawson. Ça va faire 20 ans cette année. Les gens sont encore fragilisés par ces événements-là. Et si je peux là, même ajouter une petite connotation personnelle. Comme médecin de famille, j'ai travaillé en Tasmanie en 2000, ça fait quelques années, mais à ce moment-là, il y avait eu, à quelques kilomètres d'où je travaillais, la tuerie de Port Arthur, dans laquelle 35 personnes avaient été tuées. Et encore en 2000, quand je suis arrivé, plusieurs années à la suite, mes patients venaient dans mon cabinet me parler de ces événements-là. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas juste un événement, c'est quelque chose qui va influencer les gens, la société, notre gouvernance, nos communautés. Alors, c'est à ça que le gouvernement pense lorsqu'il a institué ce programme-là. Ce n'est pas une panacée. Il y a d'autres problèmes associés à ça, que ce soit la santé mentale des individus, que ce soit l'organisation des forces policières. On sait tout ça. Mais quand même, des choses importantes à regarder, ce sont les armes qui sont utilisées. Et certaines armes, que ce soit un AK-47, un AR-15, un Beretta CX-4 Storm, un VZ-58,
ce ne sont pas des armes qui sont destinées à la chasse. On ne va pas à la chasse au chevreuil avec un AK-47. Je pense que tout le monde comprend ça. Alors, on ne demande pas aux gens de renoncer à la chasse, au plaisir qu'ils ont d'aller au stand de tir. On leur dit, par contre, voici un petit nombre d'armes que l'on aimerait restreindre. Et souvent, vous allez entendre donc l'exemple des États-Unis. On aimerait que ce soit comme aux États-Unis. On aimerait, on pense qu'il y a des solutions qui sont appliquées aux États-Unis qui seraient pertinentes ici. Mais laissez-moi vous dire, Mme Brisebois, aux États-Unis, il y a une tuerie de masse par jour. Alors, les solutions qu'ils ont besoin sont différentes des nôtres. Alors, que ce soit dans l'autoprotection, le port des armes à feu, on comprend qu'aux États-Unis, la fréquence de ces événements-là a amené ce genre de suggestion. Mais ici au Canada, on n'est pas dans ce contexte-là, on n'a pas cette culture-là, et Dieu, si je peux ajouter, on ne la veut pas, cette culture-là. Bien, il faut aussi mentionner aux citoyens que les armes d'assaut, ce sont des termes qu'on connaît, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, lorsqu'il est question, entre autres, de lance-flammes, des armes qui sont vraiment plus, comme vous dites, inhabituelles, dont on ne voit pas dans la vie de tous les jours, combien le gouvernement, vous dites 2500 armes bannies, sur combien au total? Sur donc 21 500, il en reste 19 000 qui sont toujours disponibles. Et ce sont essentiellement des armes là où on parle de 40 balles à la minute, là. Des armes qui peuvent, en peu de temps, créer une commotion ou des dégâts majeurs dans des lieux publics. Alors, les tueries de masse, malheureusement, ça survient souvent dans des lieux publics, des écoles, des lieux de travail. Et donc, c'est important de limiter l'usage de telles armes là, dans ces situations-là. Donc, de quelle façon les propriétaires d'armes à feu peuvent s'y retrouver? J'imagine que sur le site Internet, c'est très bien expliqué aussi. Oui, alors oui, effectivement, là, vous avez raison, ça peut être compliqué. Les gens qui ont les armes d'assaut peuvent soupçonner que leur arme va être impliquée. Si vous avez une carabine 22, probablement que vous n'êtes pas touché, là, ou un autre genre d'arme à feu que vous utilisez par la chasse. Mais si vous avez le moindre doute, cette liste-là, elle est disponible. D'ailleurs, tous les Canadiens qui ont un permis d'arme à feu ont reçu une lettre qui les instruisait pour savoir aller donc sur Internet, voir la liste des armes qui sont touchées par ce rachat-là. Ce sont des armes, là, comme je vous dis, je l'ai décrit simplement, là, mais connues tactiques, des armes militaires. Ce n'est pas l'arme que l'on utilise là, de tous les jours, là. Donc, en terminant, est-ce que ce programme-là doit vraiment s'adresser à tous les Canadiens, comme vous dites, autant les propriétaires de champs de tir qui offrent la location de certaines armes? Donc, tous les Canadiens doivent s'y conformer ou c'est vraiment seulement les propriétaires d'armes à feu particuliers? Alors, le programme de rachat s'adresse aux détaillants, qui ont d'ailleurs déjà participé dans une large mesure au programme. 12 000 armes ont été rachetées des détaillants, et ainsi qu'aux propriétaires de ces armes-là. Donc, il faut être le détenteur, le propriétaire de l'arme pour et dans ce cas-là, vous allez recevoir une lettre qui va vous indiquer la procédure. On commence par déclarer l'arme à feu, et puis par la suite, bien, il y aura des mesures qui vont être prises à la grandeur du pays pour faire en sorte que tous les Canadiens qui désirent se départir de cette arme-là puissent le faire. Ce qui est important de dire, c'est que le programme, il est volontaire. Par contre, l'interdiction pour les armes à feu, elle est obligatoire. C'est la loi qui le veut. Il y a présentement un armistice. Cet armistice-là va expirer le 31 octobre. Après ça, ce ne sera plus possible d'avoir en sa possession ces armes-là. Et ce serait malheureux que les propriétaires ne se prévalent pas justement du programme de compensation parce qu'après ça, ils ne pourront pas obtenir justement l'indemnisation pour ces armes-là. Donc, on les encourage d'ici le 31 mars
à vraiment se prévaloir, là. Ce n'est pas du bluff, là. J'ai lu sur certains sites là, que des gens pensent que c'est un bluff, puis qu'après ça, le gouvernement va décider que, finalement, on va permettre à ces armes-là d'être utilisées à nouveau. N'y comptez pas. Et j'invite les gens donc à aller chercher. La moyenne des armes à feu, la compensation, c'est autour de 1 300 $, 1 200 $, 1 300 $. C'est significatif. C'est juste, je crois. Est-ce que vous pensez que le gouvernement envisage d'avoir une suite au programme? Donc, sur les 19 000 quelques armes restantes, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres vagues de programmes comme ça? Bien, vous savez, il y a de nouvelles armes qui apparaissent sur le marché tous les jours. Alors, si vous achetez des armes récentes, vous savez qui ont une puissance avec des chargeurs importants, vous pourriez vous exposer éventuellement. J'inviterais les gens à un peu de prudence, là. Par contre, et donc, il y a un comité d'experts qui regardent les nouvelles armes qui apparaissent sur le marché et éventuellement, les armes les plus récentes pourraient faire l'objet d'une nouvelle interdiction. Mais pour l'instant, on parle de 2500 armes à feu et ça ne touche pas donc les armes qui sont utilisées pour aller à la chasse normalement. Alors, on invite les propriétaires d'armes à feu, que ce soit avec restriction, sans restriction ou prohibé, à vraiment aller prendre l'information directement au niveau du gouvernement. Merci beaucoup, M. Ramsey, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, Mme Brisebois. Au plaisir. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Alors, c'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je vous accueille aujourd'hui pour le lancement régional du projet Vitrine dans le cadre de la politique nationale de soutien à domicile Mieux chez soi, dévoilé par la ministre de la Santé responsable des services sociaux, des aînés et des proches aidants, Mme Sonia Bélanger. Depuis plusieurs années, les entreprises d'économie sociale en aide à domicile, les ESAD, jouent un rôle indispensable au Québec. Solidement ancrées dans leur communauté depuis près de 30 ans et exploitées à des fins non lucratives, les ESAD sont nées d'une volonté locale d'offrir des services d'aide à domicile accessibles et de proximité. Ces services permettent concrètement aux personnes de demeurer chez elles, en toute sécurité et dans la dignité. L'économie sociale est un moteur puissant d'innovation qui permet de faire émerger agilement des solutions enracinées dans les communautés québécoises et de contribuer à répondre durablement aux défis liés au vieillissement de la population. Ce projet Vitrine, c'est un projet de démonstration. C'est le 3e projet au Québec. Alors, on est très content que Belleuil ait levé la main pour pouvoir faire partie de ces projets de démonstration, puis qui sont des innovations, en fait. Et ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique nationale sur le soutien à domicile, politique que j'ai eu le grand bonheur d'annoncer il y a un peu plus d'1 mois. Cette politique nationale au Québec est une politique qu'on a travaillée pendant 1 an et demi ensemble avec différents partenaires. L'Association des ESAD était présente dans la réflexion aussi avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis vous savez, au Québec, on est dans une société qui vieillit. On a l'effet du baby boom, puis ça se ressent. Mais tout ça est positif parce que le fait d'avoir différentes générations dans une société, bien, ça apporte de la richesse. Puis, on a tous une responsabilité de bien s'occuper des aînés. D'abord, moi, comme ministre responsable des aînés et ministre de la Santé, mais on ne peut pas faire tout seul. Et dans le contexte du vieillissement de la population, c'est un peu plus de 2 millions de personnes au Québec qui ont 65 ans et plus. Et j'en profite toujours quand je viens faire des annonces comme ça pour dire, je ne sais pas si vous savez, il y a combien de centenaires au Québec? Plus de 2600 centenaires au Québec. Alors,
on est vraiment une nation qui vieillit en accéléré, mais l'espérance de vie en santé est aussi très positive quand on se compare notamment aux autres provinces canadiennes. Je veux toujours dire ça. C'est le fun de se comparer, OK? Parce que oui, dans le système de santé, il y a des enjeux, mais il y a plein de belles choses. Puis ça, aujourd'hui, là, on assiste à quelque chose qui est tellement important. Alors, les aînés, ils veulent vivre à domicile le plus longtemps possible. On le sait. Alors, puis on est d'accord avec ça. Puis vous savez, on a inauguré des maisons des aînés. Je suis très fière de cette réalisation-là. Mais ce sont pour des aînés qui sont en perte d'autonomie, qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin de soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça ne convient pas à tout le monde. Alors, ce qu'on souhaite, nous aussi, comme gouvernement, c'est que les personnes puissent demeurer dans leur milieu. Puis pour demeurer dans leur milieu, bien, on a besoin d'avoir des proches aidants, on a besoin d'avoir des professionnels en CLSC, mais on a besoin d'avoir des organismes comme l'organisme aujourd'hui dans lequel on est. Et les ESSAD au Québec desservent plus de 100 000 personnes. C'est quand même extrêmement important. Au moment où on se parle, là, il y a environ 95 ESSAD au Québec. Des entreprises comme celle où on est, il y en a 95 comme ça, partout au Québec. Alors, notre souhait, comme gouvernement, c'est de renforcer ces entreprises d'économie sociale. Alors, c'est très important. Et donc, c'est plusieurs millions d'heures de services qui sont donnés au moment où on se parle à près de 100 000 personnes. Ce n'est pas rien. Alors, on veut continuer, dans le contexte du vieillissement de la population, de soutenir ce genre d'initiative. Alors, très content, on va suivre ça de près parce que, dans le fond, les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile, ce qu'elles font actuellement, elles font des services d'accompagnement des personnes. Elles font des menus travaux domestiques. Et là, ce qu'on veut avec les projets vitrines, c'est aller encore plus loin. Donc, c'est s'assurer, par exemple, d'améliorer le répit. Donc, les employés pourraient faire des services de répit. J'espère que je ne suis pas en train de vous annoncer quelque chose, là. Hein? Non, c'est ça. Vous êtes bien préparés. OK. Mais aussi, tous les services d'assistance personnelle, ils sont capables de le faire. Et ça, c'est très important. Et puis, il y a une association qui donne de la formation. Alors, donc, il y a des guides de pratique. Alors, ces employés sont bien formés, sont bien encadrés. Puis, il y a des conseils d'administration aussi. Dans chacune de ces entreprises d'économie sociale, ce sont des entreprises citoyennes gérées par un conseil d'administration. Alors, je veux quand même souligner qu'on est dans un univers de belles pratiques. Alors, moi, je suis très heureuse de ça. On va suivre la situation de près. Les deux autres projets vitrines, il y en a un à Rimouski, qui a déjà été annoncé il y a quelques semaines, et l'autre est à Alma. Lui aussi a été annoncé. Donc aujourd'hui, et je ne pouvais être malheureusement aux deux autres lancements, mais aujourd'hui, je suis très contente parce que d'être ici à Belleuil avec mon collègue, vraiment. Puis on va suivre la situation de près parce que c'est important. Puis on espère que vos projets vont avoir un succès. J'en suis convaincue. J'en suis déjà convaincue. Et puis, longue vie à votre entreprise d'économie sociale. Puis merci aux employés de faire la différence. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre. Monsieur Simon Jolin Barrette, à prendre la parole. Bonjour tout le monde, distingués invités. Merci, Mme Morier, pour l'invitation. Mme Boivin, également au CA, membres du CA qui sont présents, les élus, les employés, effectivement. Nous, on jase en avant, mais c'est vous qui faites tout le travail. Alors, merci pour votre implication, pour votre travail. Vous me permettrez également de saluer chaleureusement ma collègue, Mme Bélanger. Vous savez, le fait qu'elle vienne à Belleuil, c'est fortement apprécié aujourd'hui pour faire cette annonce-là d'un des 3 projets vitrines. Et je dois vous dire que, vous savez, elle accomplit une tâche incroyable. Vous savez, c'est comme si on avait 3 personnes en une seule. Parce qu'avant, le ministère de la Santé, c'était 3 ministres, un ministre de la Santé, un ministre aux aînés, un ministre aux services sociaux. Mme Bélanger fait les 3 maintenant. Alors, vous ne pouvez pas savoir le travail qu'elle abat au quotidien.
et également de venir faire des annonces comme ça, de prendre de son temps comme ça, c'est fortement apprécié. Alors, merci beaucoup, Sonia. Et aussi, c'est en lien, comme elle l'a dit, avec la politique qu'elle vient de lancer aussi, puis on voit une cohérence aussi. Puis je souligne également que, et vous me corrigerez, Madame la ministre, c'est la première fois dans l'histoire du ministère de la Santé qu'on a une infirmière à la tête du ministère de la Santé. Et ça, je pense que ça amène une nouvelle perspective qui est très positive aussi et qui fait en sorte aussi que l'ensemble des professionnels dans le réseau de la santé doivent être valorisés et participent justement au plan de déploiement puis les soins, puis de travailler différemment, comme on le fait présentement, avec notamment Aide à tout, de dire, le soutien à domicile, c'est important aussi, ça fait part d'une vision que vous avez. Alors, merci beaucoup de déployer autant d'énergie et particulièrement dans la région ici de la vallée du Richelieu. Vous savez, dans la vallée du Richelieu, il y a peu de logements, beaucoup de propriétaires. C'est d'autant plus important d'avoir des organismes comme Aide à tout, qui a été remis sur les rails au cours des dernières années. Alors ça, je pense que c'est extrêmement important de reconnaître ça, tout le travail qui a été accompli pour faire en sorte justement d'offrir un milieu de vie aux aînés qui souhaitent demeurer à domicile le plus longtemps possible, parce que souvent, on le sait, puis je vais utiliser une expression que ma grand-mère disait, lorsqu'on casse maison, mais bien souvent, c'est un deuil qu'on a à faire aussi, puis ça précipite parfois aussi, dans le fond, la dégradation de la santé de la personne. Alors, d'où l'importance de faire en sorte que les gens puissent être dans leur milieu, puissent conserver leurs habitudes, puissent également faire leur choix en fonction de leur réalité. Alors, justement, Aide à tout va permettre de faire ça avec le projet Vitrine. Alors, écoutez, je ne serai pas plus long, mais sincères félicitations à l'organisme, aux gens qui y œuvrent, et merci beaucoup, Madame la ministre, de croire ici au projet à bel œil de Aide à tout. Alors, bonne journée à tout le monde. Merci. Voilà qui complète l'émission pour cette semaine. Si vous avez un jeune dans votre entourage qui est intéressé par un stage dans les médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour connaître toutes les opportunités. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Régional de TVR9. Bonne semaine! À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant.